Alors, merci beaucoup, Mirella et les organisatrices de ce colloque, là, de me permettre de vous partager mon humble réflexion, je dirais, parce que dans le fond, tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est tellement intéressant. Puis moi, je suis vraiment pas très connaissante en termes de l'IA, hein. En fait, le colloque a été pour moi l'occasion de jumeler un peu cette approche de la psychagogie avec cette question de l'IA, la contextualiser plutôt, je dirais. Alors, ce que je vais vous présenter là, aujourd'hui, dans le fond, je vais présenter un peu une vision de l'intelligence artificielle quand elle est surinvestie, en lien avec la théorie de l'imaginaire de Gilbert Durand, qui est le cadre théorique de la psychagogie des valeurs de l'après. Puis, je vais illustrer un peu en éducation comment ça s'applique, comment je tente de l'appliquer dans le milieu dans lequel je travaille. Alors, Gilbert Durand, j'ai trouvé cette parole, disons, sous forme de question intéressante quand il nous dit que le malheur de la conscience moderne, ce n'est plus ni moins que le constat de néantisation des espérances subjectives individuelles comme collectives. En fait, la conscience agonise faute d'une terre réelle où elle puisse croître, croire et embellir. On parlait aujourd'hui de profondeur ou d'être capable d'avoir vraiment cette consistance intérieure. Je pense que Gilbert Durand a nommé des choses, a vu des choses arriver peut-être avant même que ce soit là. Euh, je fais un lien aussi avec Marc Duguay et Christophe Labbé qui parlent de totalitarisme technologique, hein. On aurait pu citer Folco et Martineau aussi en ce sens-là. Et la possible annihilation de l'esprit critique. Donc, j'imagine que plusieurs d'entre vous connaissez déjà là, mon camp théorique, Gilbert Durand, et je sais qu'il y en a qui le connaissent déjà ici. Dans le fond, dans les années 60, il a publié sa thèse sur les grandes compréhensions de l'imaginaire humain. Et il y a eu en 2022 un colloque sur le centenaire de sa naissance qui a permis d'essayer de mettre ça en lien avec les neurosciences aujourd'hui. Et moi, je le résume un peu comme ça, dans le sens que pour moi, je le comprends comme une faculté créatrice de sens par une voie symbolique, mais face à la finitude, justement, au fait qu'on est des êtres finis, même si on voudrait avoir réponse à tout, n'est-ce pas? Alors, l'imaginaire est aussi porteur d'une constellation de valeurs qui vont être vécues dans les structures anthropologiques de l'imaginaire à différents degrés au niveau de signifiance, de l'abstraction à la concrétude. Puis quand j'ai ça en tête, je pense un peu à Sylvie ce matin aussi, avec les différents niveaux. Je ne peux pas aller très loin parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ce que je fais, c'est vraiment un survol là, de la psychagogie. C'est un peu la classification des images isotopiques de Gilbert Durand, qui est très connu, en deux régimes de l'imaginaire. On va y revenir un petit peu plus loin, et trois grandes structures. Cette théorie-là, quand je parle de validation empirique, c'est que Yves Durand, psychologue, dans le fond, chercheur éducateur, dès les années 60, a voulu euh, voir un peu dans la psyché humaine si on pouvait retrouver ces grandes structures, parce que la théorie de l'imaginaire de Gilbert Durand est plutôt d'ordre social. Il l'a fait en étudiant les grandes œuvres de l'humanité, si on peut dire, et différentes disciplines aussi. On peut dire qu'il était pluridisciplinaire et même transdisciplinaire, sans nécessairement avoir utilisé ce terme-là beaucoup. Donc, c'est ce que nous dit Yves Durand, en fait, qui n'est pas le cousin ni l'enfant de Gilbert Durand, c'est tout simplement deux Durand, là, comme ça. Donc, comme je disais tantôt, ben, cette théorie-là, elle nous permet de comprendre l'activité imaginaire à travers le prisme de la confrontation de l'humain au temps mortel et des solutions qu'il apporte aussi à ça. C'est ça qui est intéressant, en fait. Dans ma maîtrise, ben, c'est ça que j'ai fait, j'ai étudié cette théorie-là, la psychagogie, et je l'ai un petit peu résumée ici à ma façon. La trajet anthropologique, c'est un peu une notion de Gilbert Durand qui nous permet de dire que comment on crée du sens, c'est comment notre imaginaire fonctionne il reçoit de l'environnement en interaction avec la culture, tout ce qu'on perçoit, mais l'imaginaire va reprendre tout ça pour le transformer et créer des choses autrement. Donc, ça devient, au bout du compte, ça peut devenir des valeurs, tout ça. Et dans ces valeurs-là, il va y avoir une disposition à l'absolutisme. Donc, dans les deux régimes de l'imaginaire, ici, je ne sais pas si on voit la souris.
un petit peu. Donc, on a comme deux grands régimes de l'imaginaire. En fait, là, le côté plus nocturne, intimiste, et le côté plus diurne, qui est plus le combat, le contrôle, la division, qui sont en compétition un peu à l'intérieur de nous et dans la société, qui font en sorte que, il y a toujours un côté qui veut comme prendre le dessus sur l'autre, on peut dire, qui fait il y a une ambivalence qu'on vit. Mais heureusement, on a un mécanisme aussi, ou une structure, un élan qui permet de nous équilibrer entre le nocturne et le diurne, la performance ou le ressourcement. Et c'est sur ces structures-là de l'imaginaire synthétique systémique qui vont venir nous équilibrer. Et c'est là aussi qu'on peut voir un peu le lien avec la transdisciplinarité, même si Gilbert Durand n'a pas directement parlé, mais il reste qu'il était un des membres fondateurs du CIREL, le Centre de la transdisciplinarité. Donc, là, le tiers inclus, ça fait partie de sa réflexion. C'est ce qui permettrait justement cette coïncidence des opposés euh, dont on parlait tout à l'heure, et dans le fond, de changer le niveau de réalité. Donc, la PVL, la psychagogie des valeurs de l'après, que j'utilise en éducation, elle vise un peu cet équilibre-là, de rééquilibrer un peu en nous si notre imaginaire est trop d'un côté ou de l'autre. Donc, ça va faire un cheminement vers la plénitude de soi et l'ouverture à l'autre. Ça, c'est au niveau théorique. Je présente un petit peu maintenant comment je vulgarise cette approche-là. Je ne veux pas m'attarder, mais c'est simplement pour montrer que j'utilise justement des images quotidiennes, en fait, un chalet versus le Parlement, pour montrer comment le régime ou les structures intimistes ou nocturnes sont très différentes du côté diurne, qui est plus dans le contrôle plutôt que dans le repos. Ce n'est que résumé, en fait, et comment que ça, c'est en compétition, mais qu'on peut changer de niveau justement pour aller vers davantage d'équilibre et de santé. Mais c'est un cheminement, encore une fois, ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Donc, en éducation, j'ai mis une image de classe ici pour montrer au fond que c'est ce qu'on vise, hein, que l'ouverture à l'autre, à la différence, de ne pas être polarisé. Voilà. Ben, en termes d'intelligence artificielle maintenant, ben, moi, je voyais beaucoup le régime diurne comme étant investi utilisé beaucoup dans le développement d'intelligence artificielle parce qu'on se base sur des données externes à soi, l'exosomatisation dont on parlait tantôt. Et puis, j'ai dit, ben, moi, je le vois les caractéristiques, mais je vais demander à Copilote s'il veut me dire qu'est-ce qu'il en pense, lui, qu'est-ce qu'il va voir. C'est les mêmes choses que moi. Donc, c'est ce qui a sorti directement. J'ai trouvé, ben, je pense qu'en écoutant ce qui a été dit aujourd'hui, je l'ai probablement consulté en expert parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des bonnes associations qu'il faisait entre le régime diurne et l'IA, dans le fond, qui utilise ces caractéristiques-là binaires, un monde davantage, on va être centré sur le résultat, la lumière, la raison. Mais le problème vient avec la polarisation. Quand on surinvestit, puis je pense que c'est le terme du colloque aussi, le surinvestissement dans l'intelligence artificielle au détriment peut-être d'une intelligence humaine, c'est là que moi j'ai fait le lien quand Mirella m'a invité à participer. Je ne savais pas si j'avais vraiment quelque chose à dire, mais j'ai senti que ça pouvait être intéressant parce que justement, la question de la polarisation d'un seul côté d'un régime de l'imaginaire, ça a des conséquences. Ce n'est pas, c'est quelque chose que socialement et individuellement peut emmener vers un déséquilibre important. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre après ça? Je ne suis pas à la bonne place ici. Voilà. Ben, ensuite, ben, c'est ça, avec toujours, mais avec ChatGPT cette fois. J'ai demandé de comparer justement le monde numérique, mais dans son surinvestissement, si vous voulez, versus justement l'apport de Gilbert Durand. Puis, bon, j'ai trouvé aussi que c'était quand même intéressant ce qui nous sortait. Puis, j'ai ajouté quelques notions, dans le fond, de l'essai de Duguay et Labbé sur l'homme sans contact, en me disant, ah, ben ça, il y a des correspondances quand même. Mais ce que je retenais surtout, c'est que même ChatGPT me disait qu'il y avait un risque majeur, dans le fond, d'une aliénation technologique, d'une perte du sens, d'une uniformisation symbolique, hein, alors que Gilbert Durand, ce qu'il nous propose en bas, ben, qui nous dit, ben, c'est vrai, on peut être, notre imaginaire, il peut être appauvri parce qu'il est trop investi d'un seul côté, ce qui peut mener justement à un vide qu'on parlait tantôt, même une barbarie et une perte de repères anthropologiques fondamentaux de l'être humain comme tel, là. Donc, je trouvais que ça faisait quand même du sens, mais je comprends aujourd'hui que
Mais par contre, là, je l'ai pas mis, mais j'ai demandé aussi s'il pouvait associer le régime nocturne de l'image. Puis là, il m'a dit oui aussi, il m'a fait un autre tableau que j'ai pas mis là, mais il a fait une grossière erreur, en fait, d'associer le régime nocturne de l'image d'un côté uniquement négatif, l'inverse du côté diurne, mais qui concerne davantage, qui ne parle pas de ressourcement ou de repos comme l'autre polarité. Le côté inverse de diurne en négatif, si on peut dire, c'est en fait c'est vraiment la crainte des ténèbres et tout, c'est pas le côté repos. Peut-être que je ne suis pas très claire là-dessus, mais je ne peux pas m'y attarder trop, sinon je n'aurais pas le temps de vous parler de la psychagogie. En fait, la psychagogie, ça permet, en fait, le but, c'est d'équilibrer, cultiver un équilibre et le sens de notre vie par une voie symbolique. Et bon, c'est un peu la littérature qui existe sur le sujet. Je ne vais pas m'attarder ici. Bon, j'ai un peu aussi contribué à ça, mais ce que je vais vous présenter aussi, c'est Cheminer vers soi, la photo qui est à droite ici. C'est un peu le centre de psychagogie des valeurs que, en plus de travailler en éducation, je trouvais important d'offrir au grand public une possibilité de vivre un cheminement psychagogique. Donc, il existe actuellement un OSBL qui a été créé cette année qui offre des services au grand public. Si jamais je fais ma petite publicité, il y en a qui s'intéressent, j'ai des petits dépliants. Voilà. Et psychagogie, pourquoi? C'est Gilbert Durand là, qui proposait ce terme-là comme étant en référence à Hermès, le psychagogue, qui peut accompagner vers une autre vie, en fait. Et c'est pour ça que la définition était retenue de la psychagogie comme accompagner l'autre sur le chemin vers soi, par une voie symbolique. Hein? Et en contexte d'IA, ben, de déploiement d'IA tous azimuts, ben moi, je pense en tout cas qu'une pédagogie de l'imaginaire peut faciliter l'équilibre et l'épanouissement plénier de la personne, c'est-à-dire la conciliation des valeurs contraires qui l'habitent par l'ouverture à la différence. Donc, sous l'envahissement du régime diurne, la polarité nocturne a besoin d'être stimulée. C'est un passage essentiel de l'ordre du cheminement. Là, je parle de la personne, mais il y a aussi, ça peut se vivre en groupe. Donc, ces fameuses structures synthétiques de l'imaginaire, hein, c'est notre centre de service scolaire Vallée des Tisserands qui est ici. Je présente ça à des directions d'école. Je présente l'importance dans notre vie d'être à la fois dans la raison et dans l'intuition, dans le ressourcement et dans l'action. Et quand je leur demande, est-ce que vous pensez que dans notre centre de service à nous, on est dans cet équilibre-là? Alors là, vous voyez, devriez avoir la face des directeurs d'école. C'est vraiment comme ça parce que tout le monde, vous le savez, est en surcharge et c'est évident que c'est non. Alors, on parle de coïncidence des opposés, justement, que cette structure-là nous permet de concilier les contraires quand on la conscientise, justement. Quand par ce fameux tiers inclus, on est capable de changer de niveau de réalité et utiliser soit la temporalité pour concilier nocturne et diurne ou encore tout simplement une espèce d'appréciation mutuelle en présence, en temps des contraires peuvent cohabiter et au lieu d'être en compétition. C'est possible. Euh, donc, la façon de le vivre en éducation, on a des plans d'engagement vers la réussite, PEVR. Alors, moi, je me suis posé la question, est-ce que nos plans d'engagement stratégiques sont davantage nocturnes ou diurnes, centrés plus sur justement le résultat ou sur justement l'intelligence intérieure des jeunes à cultiver leur bien-être, hein? C'est un terme qu'on utilise beaucoup en éducation. Alors, je pourrais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez qu'il en est? Mais ce que moi, je constatais, puis je ne suis pas la seule à le constater aussi, c'est que bon, nos deux premiers objectifs sont vraiment centrés sur la réussite éducative en termes académiques comme tel. Et il y a un objectif bien-être qui est à la toute fin, qui est imposé par le ministère de l'Éducation, qui dit aux écoles qui doivent se préoccuper du bien-être. Sauf que bon, donc c'est une ouverture au travail qu'on fait, je trouve que sur laquelle moi je table beaucoup pour déployer un peu la psychagogie, même si c'est loin d'être la première préoccupation. Parce que, voyez-vous, justement, l'INSPQ a bien documenté, dans le fond, assez récemment, là, que la surcharge est une des causes les plus importantes actuellement de détresse psychologique en éducation. Puis il y a un déséquilibre. On est vraiment trop dans la performance. Puis moi, j'ai des confidences de direction d'école qui pensent à quitter. Puis en tout cas, c'est pas évident là, de trouver le sens et l'équilibre.
Donc, le défi que moi, je vois en éducation, c'est pour faciliter aussi l'atteinte des objectifs éducatifs, même la réussite académique, si nos élèves sont en déséquilibre eux-mêmes, comment peuvent-ils être disponibles pour apprendre? Donc, c'est un peu ça. Mais donc, c'est déployer un accompagnement, mais du personnel des élèves, mais du personnel d'abord et avant tout pour qu'ils puissent vivre cet équilibre-là au sein de leurs valeurs et de leurs valeurs, je dirais, en interaction avec celles du milieu professionnel. Parce que souvent, c'est ça qu'on va vivre, hein. Oh, je vais me sentir tout seul dans mon petit aquarium parmi un autre océan de gens qui seraient peut-être aussi tout seuls, puis qu'on essaie ensemble de. C'est comme si on essaie d'avancer, mais on ne va jamais assez en profondeur pour être capable de vraiment parler des vraies choses puis faire des changements en profondeur. Donc, comment on fait ça, la psychagogie des valeurs en éducation? C'est ça. Ben, il y a toutes sortes de façons depuis quelques années que je le propose. En fait, l'accompagnement des directions d'école comme tel, individuellement, qui permet, dans le fond, une réflexion personnelle, un changement de posture, et aussi un COP, une communauté de développement en intervention en milieu défavorisé, où il y a une réflexion qui se fait sur cet équilibre-là aussi en petite équipe. Un accompagnement aussi que j'ai pour certaines équipes écoles, donc les enseignants avec la direction, qui réfléchissent sur les valeurs de l'école, justement, comment on peut les faire vivre à nos élèves pour que ce ne soit pas seulement écrit dans des beaux papiers, les valeurs de l'école, pour donner sens. Aussi en petite équipe, mettons, les professeurs de cinquième année, sixième année ensemble se regroupent. Puis là, on travaille ensemble avec la psychagogie pour elles et elles vont transposer professionnellement dans l'accompagnement de leur classe, l'approche psychagogique ensuite. Comment ils vont le faire? Vous savez, les élèves, ils ont des conseils de coopération dans certaines écoles, ils se rassemblent pour discuter. Bon, on va transposer ça dans cet accompagnement-là. Les conseils d'élèves aussi. Et même des élèves dans le deuil peuvent aussi bénéficier de cette approche-là. Une petite illustration ici, comment ça s'est vécu dans une école, c'est que pour le conseil d'élèves, il y avait la valeur de la démocratie que l'école voulait vivre. Alors, on a demandé aux élèves d'inventer le personnage de Madame Démocratie. Alors, justement, symboliquement, hein, qu'est-ce que ses bras, ça représente? Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Qu'est-ce qu'elle a dans son cœur, dans ses pieds? Où veut-elle aller? Donc, vous voyez que c'est fort différent d'un groupe à l'autre. Toute l'école a fait un peu son portrait et se servait de ce portrait-là pour vraiment travailler le sens, développer leur sens de la démocratie à l'école. Euh, Moi, j'ai changé de poste. Avant, j'étais animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire, comme le dit Mirella dans la présentation. Je suis devenue conseillère au développement personnel. Vous voyez, les termes ont changé. Le mot spirituel ne fait plus partie comme tel du domaine de l'éducation maintenant, si on pourrait dire officiellement. Mais moi, ça ne m'empêche pas de voir qu'il y a un même enjeu de profondeur qui est toujours présent. On l'a nommé plusieurs fois. Mais heureusement, dans la définition du poste de conseillère au développement personnel, il y a quand même le mot intériorité qui est encore là. On est là pour aider au développement de l'intériorité. Donc, c'est à ce moment-là que moi, j'utilise ça. Puis, bon, à travers différentes approches, la fleur qu'on voit là, c'est la description de l'intervention en milieu défavorisé en éducation. L'élève est au milieu et autour, il y a la famille, l'école, la communauté. Il y a un terreau dans lequel doivent croître certains principes et croyances. Et moi, ben, j'ajoute un peu, j'essaie d'amener un peu plus de profondeur en faisant partir la réflexion, non pas juste au niveau, si vous voulez, de la fleur elle-même, mais du sol, où sont les valeurs, mais aussi de l'espèce de nappe phréatique en profondeur que nous, on a comme être humain, une espèce de réservoir hein, inhérent à la vie, comme on a une énergie vitale. Je pense qu'on rejoindra un peu Sylvie là-dedans, là, qui nous anime puis qui nous fait vivre. Ben, c'est de ça que j'essaie de partir de là, où on peut partir aussi du roc, parce que des fois, on rencontre des difficultés qui nous remettent en question hein, aussi. Donc, à partir de ça, on peut alors ça aller vers le terreau, puis parler des valeurs de l'école, puis prioriser surtout le bien-être de l'adulte en éducation pour finalement prioriser celui de l'élève. C'est pour ça que mon schéma d'accompagnement ici, il commence en bas puis il finit en haut. Je ne vais pas tout le décrire étant donné, je ne sais pas combien de temps il me reste, je m'excuse. Euh, Pas beaucoup, hein? En tout cas, peut-être je peux parler juste quelques secondes que l'enfant, l'élément de validation de la théorie de l'imaginaire, c'est le test AT9 qui permet un accompagnement, dans le fond, individuel des personnes. Et dans le fond, c'est
en travaillant avec un dessin et des critères de clarification des valeurs que Raymond Lapré a utilisé dans son approche qui vient de Armin Ratz et Simon aux États-Unis, auquel il en a ajouté 5 autres, que c'est les outils qu'on utilise dans la psychagogie au départ. Mais le but, au fond, c'est que la personne développe, change son regard en une meilleure découverte de qui elle est. Ce test-là, donc, c'est ce que une enseignante a dessiné dans le cadre d'un projet d'accompagnement de groupe. Pour elle, c'était son monde intérieur à ce moment-là qui lui a permis un peu de faire cette prise de recul dont on parle tantôt, on parlait, pour elle-même, pour sa vie, de se rendre compte, ben, au départ, elle n'avait pas dessiné là, le personnage qui est en rose. Ça, c'est l'évolution de son dessin dans le temps. Mais elle était la personne qui broyait du noir, si on peut dire, puis qui était face à un dragon, qui était un peu mal prise. Mais avec l'accompagnement, elle a pu réaliser qu'elle pouvait transformer un peu sa vision, qui était peut-être un peu trop diurne, voyez-vous, un peu trop axée sur un schéma de combat, de défaite et tout ça, pour se dire où je vais retrouver mes forces. Alors, elle a pu retrouver ses forces et se servir de la symbolique de la chute de l'eau pour, pour euh, comme allumer en elle quelque chose de différent qui a permis de se positionner différemment dans sa vie aussi. Donc, j'en dis pas plus, mais c'est ça, cet exemple-là, il est bien expliqué dans ce livre-là, La pédagogie de la finitude, dans le chapitre 12, où j'explique un peu la démarche de manière plus complète. Si jamais ça vous intéresse, voilà, je pense que c'est pas mal tout. Oui, donc c'est ça que la psychologie va servir dans le fond à cultiver son regard et après ça à le transposer dans la relation maître-élève. Ah, juste la flèche, hein, c'est ça. Oui, ça marche pas non plus. Ah oui, hein. Et comme ça, on continue. Merci. Je vais aller trop vite, voyez-vous. Donc, en conclusion, je dirais tout simplement que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette approche-là. Mais par contre, c'est une jeune approche quand même, hein. Ça date des années 2000, la psychologie des valeurs. Puis elle n'a pas été encore très, très étudiée empiriquement au niveau de l'impact, des résultats. Donc, en coordination avec d'autres bonnes pratiques, ça pourrait être intéressant de le faire pour justement, comme le dit le Conseil supérieur de l'éducation, il y a plusieurs leviers qui existent, mais ils sont souvent méconnus. Alors, c'est pour ça que j'en appelle, il y a des gens des universités ici. S'il y en a qui souhaitent que notre centre de service serve de terreau de recherche en psychologie des valeurs, il y aura des partenariats. Et justement, je pense on l'a dit plusieurs fois, un espace-temps réflexif, c'est vraiment à privilégier dans un contexte actuellement pour justement se donner une chance de s'équilibrer puis développer notre intérieur, notre force de résistance à cet envahissement-là qui peut avoir toutes sortes de conséquences. Et je fais un clin d'œil à Florent Pasquier, justement, parce que lui, depuis longtemps, qu'il nous invite justement à trouver des approches qui vont au-delà, qui sont transdisciplinaires, qui permettent de réfléchir à différents niveaux. Alors, c'est comme ça que je termine en vous remerciant.